Bonjour, c'est la 97e édition de cette rencontre. Allez, générique. Pour moi, c'est l'actualité internationale qui a dominé la semaine, parce qu'il s'y déroule une série d'événements qui interpellent notre capacité à les comprendre et à les mettre en relation les uns avec les autres. Alors, évidemment, moi, ce qui m'intéresse, ce sont les interventions populaires, les mobilisations populaires, leur contenu, leur forme, parce que c'est ce qui nous permet de mieux comprendre les événements d'une manière générale dans le monde. Les événements à Hong Kong continuent, c'est-à-dire qu'il y a des manifestations toutes les semaines. Les autorités sur place imitent le modèle Macron de bien des manières. Par exemple, c'est essayer d'épuiser la lutte en la laissant pourrir, comme pour les Gilets jaunes. Radicaliser la répression pour obtenir en face une escalade de violence. Et faire passer des dispositifs légaux pour pouvoir réprimer plus durement ceux qui manifestent. Alors, par exemple là, à Hong Kong, ils sont inspirés de la loi française qui interdit de porter un masque sur la figure pendant les manifestations. Et ils ont dit d'ailleurs, c'est comme en France. Ça nous montre d'ailleurs que, au fond, ce qui s'est passé ici, avec le système de Macron, pour réprimer les Gilets jaunes, a été analysé par tout ce qui, dans le monde, a une pratique autoritaire du rapport à la population, pour essayer de faire pareil. Alors ils disent, c'est leur argument, ils disent, regardez, la France, c'est le pays des droits de l'homme, blablabla, ils le font, donc nous aussi on peut le faire. Alors ça, c'est la situation à Hong Kong, et là aussi on s'aperçoit que le contenu, au départ, c'était une seule et unique question qui était dedans, puis plus le mouvement dure, évidemment, plus il enrichit son contenu. Il se porte sur des terrains sur lesquels il n'était pas au début. C'est pas que les revendications démocratiques, c'est aussi des revendications sociales, c'est aussi des revendications sur le système judiciaire, puisque c'était parti de là au début. En Algérie, même évolution. On a d'une part une très puissante et très profonde mobilisation populaire qui correspond à tout un arc de questions qui préoccupent la population, et en face, le pouvoir est passé à une phase très offensive de la répression. Maintenant, c'est tous les jours qu'il y a des arrestations et que les mobilisations populaires sont réprimées physiquement plus durement. Ça a été le cas cette semaine de la manif des étudiants, parce que tous les mardis, il y a une manifestation d'étudiants et tous les vendredis, il y a une manifestation de la population dans son ensemble. Alors là, on est passé à cette phase de répression, d'arrestation. Toute une série d'amis ont été arrêtés. Et on voit que là aussi, le pari qui est fait, c'est de faire peur aux gens par les arrestations, par la dureté de la répression. Et à chaque fois, ils ont espoir qu'en face, il y ait une radicalisation des méthodes de combat qui finissent par isoler le mouvement. C'est la technique française, celle de Macron, pendant la période Gilets jaunes. Alors au milieu de tout ça, pour l'instant les choses sont comme elles sont, il y a aussi en Amérique latine un événement très important dans un pays qui s'appelle l'Équateur, qui a été dirigé par les partisans de la révolution citoyenne. Ce pays ensuite au bout des 2 mandats de son président de révolution citoyenne, Rafael Correa, a eu, c'était la loi, il fallait passer à quelqu'un d'autre, et le mouvement majoritaire, dirigé par Rafael Correa, a désigné comme candidat un homme qui s'appelle Lénine Moreno, qui est à peine élu, parce que la victoire a été remportée, ce sont les nôtres qui ont gagné, notre programme. Eh bien, à peine élu, il a complètement trahi son camp, envoyé en prison son vice-président et provoqué l'expulsion de je ne sais combien de personnes du territoire national. Rafael Correa qui a dû en partir. L'ancien ministre des Affaires étrangères, Ricardo Patiño, j'ai rencontré cet été au Mexique, a dû partir aussi, etc. Et là, évidemment, ce type est parti sur une ligne, Lénine Moreno, une ligne libérale, néolibérale. Bon, comme toujours, ça donne toujours le même résultat. C'est-à-dire l'État est appauvri, l'économie ralentit parce qu'il n'y a pas de consommation populaire, et à partir de là, la machine se grippe, et elle finit par s'effondrer, c'est ce qui s'est produit en Équateur. Donc ils sont allés chercher de l'argent auprès du Fonds monétaire international, ils ont passé un accord avec Madame Lagarde. En échange, le Fonds monétaire international, dit-on, a obtenu que M. Assange, qui était réfugié à l'ambassade de l'Équateur à Londres, soit arrêté
est remis aux Nord-Américains. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et ils ont eu leur sous venant du Fonds monétaire international et de Madame Lagarde. En échange, devinez quoi? Surprise, coucou, comme d'habitude, d'un plan d'austérité qui aggrave la situation précédente. Enfin, c'est toujours la même chose qui se produit, mais ça n'a pas l'air d'empêcher tous ces gens de recommencer à chaque occasion le même mécanisme et la même politique absurde. Sauf que cette fois-ci, ça a mal tourné, parce que la population qui était déjà en état de tension s'est insurgée contre le plan du gouvernement. Et s'est insurgée d'une manière tellement spectaculaire, tellement massive, tellement totale dans le pays, que le pouvoir de M. Lénine Moreno a perdu pied, a fait tirer sur la foule, après avoir fait taper dans le tas, que les manifestants eux-mêmes, devant un tel déchaînement de violence, ont élevé le niveau de leur présence, de leur intervention, et c'est ainsi qu'hier il y a eu une invasion et occupation de l'Assemblée nationale par les manifestants. Donc là on est en plein dans un processus aussi de récupération du pouvoir, parce que les gens disent c'est pas normal, ce gars a été élu sur une ligne, il en applique une autre, c'est donc l'effondrement de la position traditionnelle de ce type de personnage. Les gens disent non mais comment vous pouvez avoir une idée pareille, augmenter le prix de l'essence de 123%, bon bah, ça donne la même chose qu'en France avec les gilets jaunes. Les premiers à se révolter, les premiers à entrer dans la lutte sont ceux qui sont les plus éloignés des centres-villes et des centres urbains, parce que pour survivre, pour accéder au réseau d'alimentation, au réseau de toutes sortes, bah, il faut dépenser plus d'essence. Donc la bataille pour l'accès au réseau commence dans le fait que vous pouvez rouler, que vous pouvez mettre de l'essence dans votre voiture. Et là, évidemment, ce sont les Indiens et les indigènes qui sont les plus remontés dans cette affaire, parce que 123% d'augmentation pour des gens qui ont des revenus monétaires très limités. Les communautés indigènes, elles vivent beaucoup de manière autonome, un peu en autarcie, les uns et dans les autres. La circulation monétaire est moins intense dans ces communautés qu'elle l'est pour d'autres habitants ailleurs en ville, où en effet tout dépend du dollar, des pièces de monnaie et des billets qu'on a. Mais quand vous êtes dans une tribu indienne, la monétarisation de l'échange, c'est pas l'essentiel. Hein. Alors ça donne donc cette dimension, lutte pour l'accès au réseau, protestation contre l'augmentation du prix des carburants, et donc insurrection générale. Alors le gouvernement s'était cru malin, écoutez bien ça, ils ont quitté la capitale, Quito, en disant bon, on va aller s'installer dans une autre ville qui j'espérais plus à droite, plus de leur côté, Guayaquil, qui est une ville dans la plaine, et là-bas, catastrophe, parce que pas du tout, les gens ne sont pas plus accommodants là-bas qu'à Quito, tant et si bien que la capitale, la nouvelle capitale, Guayaquil, est en état de siège. Mais ce qui nous intéresse dans les trois cas que je viens de citer, Hong Kong, l'Algérie et l'Équateur, c'est d'abord le caractère massif de l'implication de la population dans la lutte. Le deuxième élément, c'est le contenu des revendications, qui en général sont des revendications démocratiques qui deviennent des revendications sociales, ou des revendications sociales qui s'étendent à des revendications démocratiques. C'est le même phénomène partout. On commence par un bout et à la fin, on couvre tout l'arc de ce qui fait la vie de tous les jours. Et à chaque fois, c'est la demande du contrôle du pouvoir, de l'exercice du pouvoir, de la participation au pouvoir qui sort partout dans pratiquement les mêmes mots. Une autre caractéristique est que ces mouvements, d'une manière qui est inattendue pour la vieille gauche, se déroulent tous en prenant le drapeau national. Alors c'est le cas à Hong Kong, c'est le cas en Algérie, c'est très frappant, et c'est la même chose en Équateur. Le plus grand dénominateur commun, c'est le drapeau national. Alors c'est intéressant parce que il faut le lire non pas comme du pur nationalisme, au sens d'un nationalisme agressif, chauvin, etc., mais plutôt comme nous sommes une communauté humaine. Voilà qui nous sommes. Nous sommes les Algériens, nous sommes les Équatoriens, nous sommes les Hongkongais, c'est-à-dire qui se vivent et se présentent comme une communauté d'intérêts partagés, d'intérêts communs, et pour signifier cette expression-là, vous avez le drapeau national. Voilà des caractéristiques qui paraissent très intéressantes pour arriver petit à petit à mieux comprendre le processus des révolutions citoyennes, qui est la caractéristique des révolutions du XXIe siècle, qui ne sont plus des révolutions de type socialiste comme autrefois, c'est-à-dire où c'est les ouvriers des usines qui, par leur mouvement, déstabilisent les pouvoirs et éventuellement le conquièrent eux-mêmes, mais c'est le peuple tout entier, souvent d'ailleurs organisé
par les structures traditionnelles du mouvement ouvrier. Bon, c'est pas le cas en Équateur, mais c'est souvent le cas, ça a été le cas dans d'autres pays. Et évidemment, ça élève le niveau d'exigence. Hein. Attention, il ne faut pas se rater dans des situations comme celle-là, parce que la conséquence, on la voit dans les pays où les forces dégagistes se sont trop rangées, bah, ça donne ce qui s'est passé en Tunisie. Alors que la Tunisie était en quelque sorte le phare, la vitrine d'une révolution citoyenne qui débouchait sur une assemblée constituante, il lui a manqué la composante sociale. Il n'y a pas eu de composante sociale à la révolution citoyenne en Tunisie. Le résultat, c'est que la société a continué à se fracturer, et tous ceux qui ont donné le sentiment d'être impliqués dans des jeux politiques, même si c'est injuste, hein, eh bien, ont été balayés dans les dernières élections en Tunisie. Absolument tout le monde a été balayé, sauf 2 candidats qui mettent la situation de la Tunisie dans une impasse, parce que là est un professeur, un vieux professeur, bon, plein de mérites personnels, c'est certain, mais qui est piloté par une idéologie religieuse assez réactionnaire, assez rétrograde par rapport aux attentes du peuple tunisien, des villes qui est beaucoup plus, ouvert quant à l'organisation des familles, des relations sociales et tout ça. Et l'autre est un candidat qui a été montré du doigt pour corruption, qui a été emprisonné et qui est arrivé le 2e dans cette élection. Alors, moi, je me suis prononcé publiquement pour qu'il soit relâché, parce qu'on ne fait pas une élection avec un candidat en prison. Et je me réjouis de voir qu'en effet, il a été relâché, et qu'il va pouvoir participer personnellement et directement à cette campagne. Mais la leçon, elle est pour nous, parce que nos amis là-bas, ils se sont fait drôlement aplatir. Et pourquoi? Il manquait pas de mérite, il manquait pas d'implication dans la situation, ils ont mené des luttes admirables, mais ils se sont disputés entre eux. Et donc, ils ont donné le sentiment d'être pris dans des jeux politiciens. Et ça a été très durement sanctionné. Alors, il faut que nous sachions, nous, que tout ça peut nous pendre à tous, hein, partout. Il ne faut pas se croire supérieur aux autres et penser que une telle situation n'aurait pas lieu dans nos pays. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que les thèses de l'ère du peuple, sur la façon avec laquelle se constituent les majorités, les révolutions citoyennes, sont complètement confirmées par ce qui vient de se passer dans ces 3 pays, très éloignés l'un de l'autre. Hein. L'un est un pays d'Afrique du Nord, l'autre est un pays d'Asie, et le 3e est un pays d'Amérique latine, mais les caractéristiques que donne la théorie de l'ère du peuple et de la révolution citoyenne démontrent qu'elles ont une vertu descriptive et prédictive supérieure à tout ce que nous avons eu jusqu'à présent pour comprendre les événements. Dans les pays où c'est en quelque sorte la 2e couche, hein, si j'ose dire, après une première vague de révolution citoyenne victorieuse, je pense surtout aux pays d'Amérique latine, c'est très intéressant pour nous de voir ce qui va être apporté de plus dans cette 2e vague, puisqu'il est très probable que nous gagnions les élections en Argentine, également en Uruguay, et que la situation est en train de se retourner en Équateur pour la raison que je viens de mentionner devant vous, mais également au Brésil, où l'opération Bolsonaro contre Lula et le Parti des travailleurs est en train de s'écrouler. Bolsonaro est même pas sûr de rester jusqu'à la fin de son mandat. Donc le monde, dans cette zone du monde, bouge, de la même manière qu'en Amérique du Nord, les choses bougent à l'intérieur du Parti démocrate, donc on a de bons espoirs de ce côté-là. Bon, je vais vous dire un mot d'un mouvement qui m'impressionne beaucoup, qui s'appelle Extinction Rebellion. Il m'impressionne par sa capacité à être un mouvement d'action, qui est le rêve pour un insoumis, hein, c'est ça qu'on voulait faire et qu'on veut faire de notre mouvement insoumis, et ensuite par sa capacité à, avec finalement peu de monde, à mettre vraiment en exergue, en lumière, un problème de fond qui est le problème du changement climatique et de l'action qu'il est nécessaire de faire, non pas bientôt, mais maintenant, pour inverser le cours de l'histoire et en tout cas des politiques publiques. Alors, je sais que c'est un mouvement qui a été critiqué par des personnalités de l'ancienne et de la vieille gauche, mais c'est une erreur de leur part, parce que il y a une grande capacité d'auto-organisation qui est présent avec Extinction Rebellion, et moi je vous invite plutôt à vous joindre à eux. Hein. Alors vous joindre à eux, ça veut dire vous remballer les drapeaux, vous remballer tout ce qui... Il ne s'agit pas de participer
en essayant d'imposer une couleur politique. Tout ça serait absurde. Mais, comme on l'a fait avec les Gilets jaunes, de se mettre au service de l'action en y participant. Parce que, voyez-vous, ce qui est grave, c'est que si les actions s'arrêtent, déjà que les gouvernements ne font pas grand-chose, alors là, pour le coup, ils ne feront plus rien. Et ils se sentiront même pas obligés de rendre des comptes ou de dire où ils en sont et ce qu'ils comptent faire pour la suite. Parce que je pense que la question, au sens large, de l'écologie ne va plus sortir de notre actualité, et tant mieux. Parce que ça oblige toute la société à réfléchir, et que quand la société réfléchit, le plus souvent, elle arrive à des conclusions qui sont très voisines de celles que nous avons toujours défendues. Sur la défense des biens communs, l'air, l'eau, etc. Sur le soin à avoir dans la façon de produire et d'échanger. L'accident de Rouen, puis celui de Villeurbanne, tout ça fait beaucoup réfléchir autour de nous. Et heureusement qu'il y a des groupes de cette nature qui, par le caractère un peu spectaculaire de leur action, montrent qu'il y a une volonté dans la population d'agir et de répliquer et de ne pas laisser faire. Et ce qui me paraît très important de rappeler, c'est que c'est un mouvement qui est pacifique et qui ne veut recourir qu'aux méthodes pacifiques. Et ça, c'est exactement ce que nous croyons bon, les insoumis. Nous croyons qu'aux méthodes pacifiques, parce que c'est elles qui permettent à un maximum de gens de se fédérer, ce qui n'est pas le cas dans la situation des manifestations où il y a de la violence, qui évidemment isole ceux qui agissent, et pour le plus grand bonheur de ceux qui les combattent. Donc voilà, donnez-leur le coup de main, protégez-les, aidez-les, soyons respectueux de leur identité, n'essayons pas d'y injecter autre chose, mais il faut absolument tenir bon, tenir tête aujourd'hui, parce que c'est la clé de l'avenir. Bon, vous avez sans doute appris que les Turcs étaient entrés en Syrie. Je le rappelle parce qu'on dit, on parle des combattants kurdes, évidemment que c'est le plus important. Les Turcs sont entrés en Syrie pour tuer les Kurdes, c'est pas pour autre chose. Mais ce qui est important de se souvenir, c'est que les Turcs entrent en Syrie, armés pour y faire la guerre, contre une partie de la population syrienne. Parce que les Kurdes de Syrie sont des Syriens. Et d'ailleurs, les Kurdes de Syrie disent qu'ils sont Syriens. Donc c'est un pays qui en attaque un autre. C'est quand même ça le fond de l'affaire. Et ça, normalement, le Conseil de sécurité de l'ONU et les fameuses coalitions internationales ne le supportent pas. Je rappelle que c'est parce que Saddam Hussein et les Irakiens étaient entrés au Koweït, pays souverain, que les États-Unis d'Amérique ont déclenché la guerre pour les en faire ressortir. Là, c'est pas du tout ce qui se passe. Monsieur Trump, non seulement n'a pas l'intention d'empêcher les Turcs d'intervenir, ni même d'essayer de les faire sortir de Syrie dans lesquelles ils sont entrés, mais on se demande jusqu'à quel point ils ne sont pas d'accord, ce qui fait réfléchir, parce que du coup on se demande ce qui se passe, pourquoi M. Trump tout d'un coup lâche-t-il les forces démocratiques syriennes, dans lesquelles évidemment les Kurdes représentent le 90% de ce qui se bat, si c'est pas 99%, pourquoi les lâche-t-il? On a l'impression qu'il y a un arrangement régional qui est en train de se mettre en place, chacun s'étant attribué un bout du territoire et ayant conclu que, en gros, les Kurdes n'auraient rien, ni aucun droit, cette fois-ci encore. Alors, les Turcs veulent s'en donner la garantie en écrasant les Kurdes de Syrie, parce que souvent, ils sont parents ou liés aux Kurdes de Turquie. Les États-Unis peuvent éventuellement dire après tout, faites ce que vous voulez, ça va stabiliser la zone, vu que eux, les États-Unis, sont en Irak, où il y a d'autres Kurdes, et où en Irak, comme vous le savez peut-être, il y a des manifestations populaires, maintenant aussi, sous forme quasiment de révolution citoyenne, exigeant des services publics, la fin de la corruption des dirigeants, et la fin de la guerre, de l'interminable guerre, qui accable ce pauvre pays. Alors voici, ça c'est le secteur américain, et puis le secteur des Russes, c'est la Syrie, et la Syrie peut-être voit-elle d'un bon œil qu'on rétablisse l'unité du territoire en écrabouillant les forces combattantes kurdes qui ne se contentent pas de combattre contre Daesh, mais qui ont installé dans cette zone des formes sociales et municipales extrêmement avancées. Écologistes, féministes, laïques, et tout ça, ça ne plaît pas à tout le monde en Syrie non plus. Alors, on regarde tout ça de près. Bon, dès qu'il y a eu l'intervention turque, nous sommes tous intervenus à la France Insoumise, parce qu'on est très liés aux Kurdes qui combattent, comme tout le monde le sait ou ne le sait pas. Si vous ne le savez pas, je vous l'apprends.
Et puisqu'il y a encore quelques mois, notre camarade Mathilde Panot était avec Daniel Obono dans le Rojava, c'est-à-dire le cœur de l'action socialiste, écologiste et féministe des Kurdes de Syrie. Il était présent physiquement là-bas. Et donc nous sommes liés à ces secteurs-là d'une manière assez durable et assez profonde. Mais je suis quand même content de voir que la commission des affaires étrangères dans laquelle je siège, à l'Assemblée nationale, a fait une déclaration commune, unanime, pour exiger l'arrêt des bombardements et le retrait des Turcs de Syrie et de la zone pro-kurde. Et pour finir, apparemment, 24 heures après, il semble que Macron aussi se soit rendu compte qu'il se passait quelque chose. Et tous, maintenant, nous demandons la réunion du Conseil de sécurité pour imposer que la Turquie recule. Alors, bon, quand même, précisons que la Turquie est censée être membre de la même alliance militaire que nous, les Français, c'est-à-dire l'OTAN, hein, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui est la machine de guerre des Nord-Américains pour asservir un peu tout le monde. Mais là, on arrive à une situation quand même totalement ridicule, parce que l'OTAN se trouve être impliquée par la Turquie dans une guerre contre des gens qui, eux aussi, sont, comment dire, liés à l'OTAN, puisque de l'autre côté, en appui des Kurdes, il y a la France, hein, et quelques pays comme ça, qui ont pris position et qui ne sont pas d'accord pour qu'un pays de l'OTAN agresse la Syrie. Voilà, je vous donne tous ces éléments, j'espère éclaircir un petit peu ce qui est en train de se passer dans cette zone-là, c'est-à-dire un nouveau partage territorial entre Turcs, Russes et Nord-Américains sur le dos des Kurdes, puisque les Kurdes sont présents comme communauté nationale en Syrie, en Irak, en Turquie et en Iran. Donc on peut vraiment dire qu'ils sont présents sur 5 pays, je crois, ou 4, je ne me rappelle plus très bien. Et évidemment, la lutte contre Daesh, l'effondrement de l'État irakien à la suite de Saddam Hussein a donné une sorte de légitimité à la question kurde qu'elle n'avait jamais eue de manière aussi forte dans le passé. Mais il s'agit de redécouper 5 pays. Hein. Alors on peut comprendre que ça fasse reculer ceux à qui cette tâche serait confiée, et que par conséquent, il y a une entente entre les puissants pour dire, bon, allez, les Kurdes, on vous a assez vu, maintenant taisez-vous, cessez votre auto-organisation, et c'est ce que sont en train de faire les Turcs contre les Kurdes de Syrie. Bon, alors, plusieurs petites remarques pour terminer cette revue de la semaine. Premièrement, cette semaine, je suis pas mal intervenu, la semaine précédente également à l'Assemblée nationale, et il y a eu des rebonds de mes interventions. Notamment, j'ai prononcé un discours lundi, puisque le gouvernement a voulu à tout prix ouvrir un débat, je ne sais pas en quoi ça consistait, sur l'immigration, c'est-à-dire qu'on a dû écouter 4 ministres, puis après 27 orateurs, et après, bon, fermer le banc, ni vote, ni proposition, ni quoi que ce soit. On a pensé que c'était une grossière manœuvre dans le style de ce que vous savez, hein. C'est que la famille macroniste veut à tout prix avoir des thèmes qui lui permettent d'imaginer à nouveau un face-à-face avec l'extrême droite en se disant les gens auront tellement peur qu'ils finiront par voter pour nous même s'ils nous aiment pas. Bon, tu parles d'un calcul. Enfin bon, en attendant, on a eu ce qu'ils appellent un débat à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire une addition de monologues. Et moi, j'ai fait un discours au nom des Insoumis et il a eu un certain impact puisque on l'a vu regarder à 500 000 exemplaires sur Facebook. Donc ça, c'est le signal que il y a un intérêt pour cette expression. Voilà. Donc si vous voulez retrouver tout ça, vous l'aurez à la fin dans les références de cette vidéo. Vous avez les liens pour aller écouter. C'est pas la peine que je répète ici ce que j'ai déjà dit une fois à la tribune de l'Assemblée nationale. Bon, sinon comme d'hab, si vous voulez vous abonner, parce que vous découvrez cette chaîne, vous pouvez le faire. C'est gratuit et ça le restera. Et si vous voulez que quand il y a quelque chose sur la chaîne, il n'y a pas tout le temps quelque chose. Il y a quand je fais une revue de la semaine, ou quand il y a un discours qu'on a extrait, qu'on a mis, bon, donc c'est pas tous les 5 minutes, hein. Eh bien, à ce moment-là, vous pouvez être informé par une notification, maintenant tout le monde sait ce qu'est une notification, sur votre téléphone. Pour ça, il faut, au moment où vous abonnez à ma chaîne YouTube, vous devez cliquer sur un petit bouton pour recevoir les notifications en question. Donc faites-y attention si ça vous intéresse. Bon, sinon, si ça vous a plu, cette affaire-là, que vous venez d'entendre, eh bien, mettez un pouce bleu, parce que c'est stimulant pour nous, ça donne du courage, ça montre que on s'intéresse à ce qu'on est en train de faire, et le fait est que la diffusion des 2 premières revues de la semaine depuis mon retour
d'Amérique latine était vraiment à très bon niveau. Et donc pour Antoine qui fait la réalisation de cette émission et pour moi, c'est un grand encouragement et une source de satisfaction parce que on sent que notre boulot, il y a des gens qui l'aiment quoi, et qui sont contents qu'on le fasse. Merci, à la semaine prochaine.